Bon, dans les 25 dernières années, le Canadien n'a pas été en mesure d'attirer des super vedettes à l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais ça ne veut pas dire que les directeurs généraux n'ont pas fait des bons coups. Ils en ont fait des bons, des moins bons, puis des poches aussi. Pour moi, l'année qui a été absolument hallucinante, c'est 2009. Souvenez-vous, ça part un peu croche avec la transaction de Scott Gomez le 30 juin 2009. La veille de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, on sait que la transaction va faire mal plus tard. Mais à cette époque-là, c'est le premier domino dans un des premiers juillet les plus occupés, peut-être même de l'histoire des Canadiens de Montréal. Scott Gomez arrive à Montréal, good! Je pense. Mais il y a tellement de trous dans l'équipe parce que les Canadiens ont laissé aller Saku Koivu, Alex Tanguay, Robert Lang et Alex Kovalev. Puis souvenez-vous, il y a même eu une manifestation devant le Centre Bell parce qu'il y a des gens qui voulaient absolument que Covey reste à Montréal. Fait que là, t'as plus de premier trio, mais t'as de l'argent à flamber. Ça, c'est un peu comme aller faire l'épicerie quand t'as faim. Tu reviens à la maison, puis clairement, t'achètes des choses trop chères dont t'avais pas vraiment besoin. Mais Bob Gainey, lui, s'en est quand même bien tiré. Quand je vous parlais du premier domino à tomber avec Scott Gomez, parce que son bon ami, Brand Gionta, s'amène à Montréal le 1er juillet 2009 contre les 5 ans, 25 millions de dollars. Et au mois de septembre, Gionta va être nommé le 28e capitaine de l'histoire des Canadiens. Bon, toujours le 1er juillet 2009, grosse nouvelle en soirée vers 17h. Mike Cammalleri signe un contrat de 5 ans, lui aussi à Montréal. Clairement, c'était à la mode en 2009, les contrats de 5 ans. Cammy peut jouer au centre, peut jouer à l'aile également, donc ça bouge 2 trous dans la formation. Mais non seulement ça, il a connu une bonne première saison quand même à Montréal, sa meilleure ici avec les Canadiens. Mais en séries éliminatoires, dans le printemps à Lac, les séries 2010, 13 buts en 19 matchs. Il a été tellement important pour la troupe montréalaise. Puis souvenez-vous, ses buts, à un genou également aussi. Il avait été probablement le meilleur attaquant des Canadiens au printemps 2010. En défense, Gainey va chercher Hal Gill et Jaroslav Spacek. Gill qui a marqué l'imaginaire en jouant la pieuvre devant le filet de Halak ou de Price lors des séries 2010. Et Spacek n'a pas connu de grande série 2010, mais un but très important lors du 6e match de la série de deuxième tour contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, 2 bonnes additions quand même de Bob Gainey de ce côté-là. Plus tard, Bob Gainey va signer Travis Moen, Paul Mera également. Shout-out à notre ancien collègue Mathieu Darche qui a signé son contrat le 1er juillet 2009 à Montréal. Tout ça pour dire que c'est probablement le plus gros remaniement de la formation des Canadiens un 1er juillet. Puis oui, Jaroslav Halak a été exceptionnel au printemps 2010, mais les acquisitions faites par Bob Gainey ont été tellement importantes pour que le Canadien puisse se rendre jusqu'en finale de l'Est cette année-là. Bon, maintenant, place au meilleur coup individuel des 25 dernières années des Canadiens sur le marché des joueurs autonomes. Ça commence avec Yannick Perreault en 2001. Pas une signature sexy, mais tellement efficace parce que Samuel Nissen à Montréal devait être le centre numéro 2. Koivu, évidemment, est malade, souffre d'un cancer. Donc, c'est Yannick Perreault qui devient le premier centre de l'équipe. Il a été le meilleur pointeur de l'équipe, justement. 12 points devant Richard Zetnik, qui a été deuxième. Non seulement ça, il va mener la Ligue nationale de hockey au chapitre des mises au jeu remportées avec plus de 61 %. La même année, il y a Doug Gilmour qui s'amène à Montréal. Saison ordinaire, mais en séries éliminatoires, il va vraiment faire sa marque de 2 façons. 10 points en 12 matchs, mais tout le monde se souvient de Doug Gilmour qui brise la baie vitrée du banc des pénalités dans la série contre les Hurricanes. En défense, il faut absolument parler de Roman Hamrlik qui signe un contrat de 4 ans, 22 millions. Et sa signature est importante parce que les Canadiens vont perdre Sheldon Surrey sur le marché des joueurs autonomes. Il y a quelques mois auparavant, ils ont échangé Craig Rivet. Donc, c'est un peu un diachylon, un plaster qu'on met, une patch à la défense des Canadiens. Hamrlik, qui a été un défenseur fiable pendant 4 ans à Montréal, il va rater un grand total en 4 saisons de 16 matchs en saison régulière. Non seulement ça, dans ces 4 ans à Montréal, donc de 2007 à 2011, il n'y a que Greg Zanon qui va bloquer plus de tirs que Roman Hamrlik dans la Ligue nationale de hockey. Il ne faut pas oublier, quand Markov se blesse en saison régulière en 2009-2010, c'est Hamrlik qui devient le défenseur numéro 1. Quand Markov se blesse contre les Pingouins au 2e tour, encore une fois, c'est Hamrlik qui doit devenir le défenseur numéro 1 de cette équipe-là. Mention honorable également à Ben Sherratt. Lorsque Sherratt s'est amené en 2019, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On savait 2 choses. Une bonne charpente, capable également de jouer du Sherwood devant le filet. Et puis même s'il faisait froid en saison régulière, parfois avec ses plus et moins, pour ne pas dire fret, Ben Sherratt a été particulièrement efficace en série en 2020 et en 2021. Tu sais, en 2021, là, Ben Sherratt a joué 25 minutes par match en série. C'est autant que Shea Weber. Il a eu autant de tirs bloqués que Victor Hedman avec 48. Il a terminé 3e au chapitre des mises en échec dans les séries 2021 avec 88. By the way, lâchez-moi avec les Canadiens ont été chanceux de faire partie de la division canadienne. Ils n'auraient jamais atteint la finale de la Coupe Stanley. C'est une Coupe Stanley de Mickey Mouse. Hey! Les Canadiens là, qui ont battu les Leafs, les Jets, les Golden Knights.
Ça reste 3 bonnes équipes dans la LNH, mais ça, c'est pour une autre discussion. À l'attaque, tant qu'à vous parler de la run des Canadiens en 2021, je vais vous parler de Tyler Toffoli, qui a été le meilleur buteur des Canadiens de Montréal dans la saison 2020-2021. Non seulement ça, ça n'a même pas été proche. En série, Toffoli va être le 2e meilleur buteur du club, 2e meilleur pointeur aussi, 2 points derrière Nick Suzuki. Avant de passer aux pires signatures, je vous en donne une autre qui aurait pu être encore meilleure s'il était resté plus longtemps, Alex Radulov. En 2016, Marc Bergevin y va avec un gamble. On prend un risque. En 2008 et 2016, Radu a joué un grand total de 9 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Tout le reste de son temps, il l'a passé dans la KHL. Radulov a quelque chose à prouver. Il mise sur lui-même, contrat d'1 an seulement. Si ça ne fonctionne pas pour les Canadiens, pas de problème, Radu s'en va. Si ça fonctionne bien, là, Radulov va faire sauter la banque l'année suivante. Le problème, c'est pas la signature d'Alex Radulov. Le problème, c'est qu'il est resté ici pas assez longtemps, seulement 1 an. Il a été le meilleur pointeur des Canadiens en séries éliminatoires, 2e meilleur pointeur en saison régulière, derrière Max Pacioretty. Radu va quitter l'année suivante pour les Stars de Dallas. À ses 2 premières saisons avec les Stars, 2 saisons consécutives de 72 points. Petite parenthèse dans le rayon des aubaines, salaire minimum, Corey Perry en 2020, 750 000 $ par saison. Et souvenez-vous à quel point il a été très bon en série pour permettre aux Canadiens d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. OK, maintenant, les pires signatures des Canadiens sur le marché des joueurs autonomes depuis 2000. Bon, celle qui nous vient en tête, au départ, c'est plate parce que c'est tellement un bon gars, Karl Alzner. Tu sais, dans la catégorie « réparer une erreur avec une erreur », c'est exactement ça la signature de Karl Alzner. Marc Bergevin n'est pas en mesure de s'entendre avec Andrei Markov. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer Markov? On signe Karl Alzner. Mais honnêtement, cette année-là, Karl Alzner est un des plus gros noms disponibles sur le marché des joueurs autonomes à la défense. Il s'amène ici à Montréal avec une réputation d'un joueur fiable en défense. C'est juste que ça ne s'est pas transposé sur la glace à Montréal. Dès 2018-2019, Alzner va être rétrogradé du côté du Rocket de Laval. Il va revenir pour 4 matchs la saison suivante du côté des Canadiens. Mais ultimement, Marc Bergevin va racheter son contrat. Mention honorable à Sergei Samsonov, contrat de 2 ans, 7 millions de $ en 2006. Si vous avez un pool de hockey à la fin des années 90, tout début des années 2000, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà eu Sergei Samsonov dans votre équipe. Le seul problème, c'est que ce n'est pas exactement le Samsonov capable de marquer 70 points qui s'est amené à Montréal. Il va récolter 26 points en 63 matchs et va être échangé avant même que son contrat se termine. Mention honorable aussi à Mike Hoffman, contrat de 3 ans, 13,5 millions de $, saison de 15 buts, saison de 14 buts pour Hoffman, mais clairement pas suffisant pour combler, pour compenser ses lacunes en défense. Et dans le rayon des liquidations, au bout de la rangée, lorsque tu vas au magasin, Alexander Semin, en 2015, à l'âge de 31 ans, contrat de 1 an, 1 100 000 $, va jouer seulement 15 matchs à Montréal. Bon, je veux savoir quelles ont été vos signatures préférées, celles que vous avez détestées également. Je veux vous lire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne YouTube de RDS.